Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir une comédienne de théâtre, actrice de cinéma et de télévision. Elle détient un record de longévité sur le petit écran en incarnant le commissaire Julie Lescaut sur TF1. 23 ans à incarner ce commissaire qui lui a valu d'ailleurs 3 7 d'or. Vous l'avez reconnu ? Véronique Geneste est parmi nous. Bonjour Véronique. Bonjour. Et non pas 7-3 d'or. Oui, j'ai failli dire 7-3 d'or ou 7-7 d'or. Ça aurait pu aussi, ça fait toujours en 23 21, ans. De toute façon, quoi qu'il arrive. En 23 ans, oui. Incroyable cette longévité. Ça fait déjà presque 10 ans. Oui, qu'on a arrêté. Que c'est terminé, c'était 2014, oui, 2014. Pas de regret, une page s'est tournée. Oh non, c'était bien. J'aurais peut-être même dû arrêter un petit peu avant, mais on m'avait demandé d'aller au-delà de 100. Et j'ai été au-delà des 100. 101e. 101, voilà. Et déjà, moi, quelques années avant, j'avais envie d'arrêter, oui. On ne va pas parler de Julie Lescaut ici, on va parler de Révélation. Ah oui. C'est le titre de votre dernière pièce de théâtre, une comédie, un vaudeville, que je suis allée voir au Théâtre de Passy, avec Daniel Russo. Également, c'est une pièce de Jean-Éric Biel, mise en scène par Arnaud Lemort, et Messaline Payet dans le rôle d'Alice, et Édouard Collin dans le rôle de Sébastien, qui sont vos enfants. Daniel Russo et vous-même, vous vous appelez Marie. Et il y a beaucoup de révélations. Allez, je vous propose une bande-annonce. Allez-y. Et on voit ce qu'on peut révéler par la suite. D'accord. Nous sommes tous très impatients de savoir ce qu'Alice a de si important à nous dire. Non, on craint d'abord. C'est une bonne nouvelle, j'espère. Ah oui, merveilleuse nouvelle. Je sais. Et moi, je sais. Alors pour moi, ce sera la surprise totale. Eh bien voilà, je vais me former à... Mais non. Mais si. Mais c'est une blague. Moi aussi, j'ai un truc à vous dire. Ouais, non mais là, j'ai peur que ça fasse un peu beaucoup pour vous ce soir. Tu n'as pas encore dit ce que tu avais à nous dire. Ah non, mais moi, ma révélation est beaucoup moins importante que celle que les enfants viennent de nous faire. Je vais la buter. Non. Je vais la buter. On a un délinquant dans la famille. Allumez le joint. Seigneur Marie-Joseph. Hop, on boit tes paroles. Vous allez voir, ça va être de ma faute. Un dauphin? Aussi? Une girafe? Ouais. Tu vas pas nous faire tout l'arche de Noé. On a compris le principe. Une taupe. Ouais. Voilà. Je ne suis pas celle que vous croyez que je suis. Alors, je vais vous dire ma vérité. Là, pour une révélation, c'est une révélation. Ah, et ben tu vois bien que finalement toi aussi t'as ton petit jardin secret. Effectivement. Et pas si petit que ça. Voilà. On voit le ressort comique de cette pièce, c'est vrai, quelle énergie, c'est très jubilatoire, mais il n'y a pas beaucoup de révélations qui sont dites dans cette bande-annonce, qui donnent envie d'y aller. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous révéler ? Parce que moi, je les connais, les révélations. D'abord, je vais vous révéler, à part les révélations, que le spectateur rit énormément. Ça, c'est sûr. Tout ce qui ressort de cette pièce depuis qu'on l'a jouée, maintenant on la joue depuis novembre, c'est que en fait, il s'ennuie pas une seconde, que ça passe extrêmement vite alors que ça dure quand même 1h25, voilà, il voit pas le temps passer, que c'est déjà fini. Je confirme. Et c'est vrai qu'on va de révélation à révélation, un petit peu comme une sorte de boule de neige, comme ça, qui va accumuler, alors qu'au départ, on est parti pour une seule révélation, qui est celle de la fille, et que je peux peut-être vous révéler à demi-mot. Elle concerne votre chaîne, d'ailleurs. Exactement. Et les gens qui la regardent, souvent, voilà, c'est une révélation d'ordre religieux, où la fille veut épouser Jésus. Voilà, je vous l'ai révélée, celle-là. Et voilà. C'est la et donc, première au révélation. départ, voilà, sa première révélation, elle va donner ses raisons. Les parents sont un peu choqués parce qu'ils font plus partie de cette bourgeoisie plutôt laïque. Lui, il est chirurgien, elle, c'est mère de famille. C'est pas qu'elle n'est pas croyante, mais elle a pas envie. Ça la choque. Elle espérait que sa fille, qui était avocate, aille au Québec, donc elle est là. C'est un choc, mais ce qui est formidable dans cette pièce, c'est que ça va entraîner d'autres révélations. Des révélations auxquelles même ceux qui les provoquent croient en provoquer une alors qu'ils en provoquent une autre. Et donc, c'est pas celle, donc ils finissent par eux-mêmes aller vers cette révélation. Donc, c'est une sorte d'embroglio qui va mettre la famille dans un état quand même assez limite explosif de la rupture. Mais
qui ressort de cette pièce, en fait, c'est la tolérance et l'amour. Voilà, qui peut tout sauver. Donc, je trouve que c'est une très jolie pièce, très, très actuelle. Les autres révélations, elles sont très actuelles. Voilà, elles font partie de notre monde d'aujourd'hui et on les prend avec légèreté et humour. Voilà. Alors, en regardant votre biographie, c'est vrai que là, vous incarnez Marie. Ça m'a rappelé une autre pièce dans laquelle vous jouiez. Vous voyez, à laquelle je fais référence, Portrait craché. C'était Portrait craché. en Oui, c'est 2016, où il y avait également Mais une c'est révélation vrai. qui ressemble fort à la révélation que vous faites Alors, dans c'était cette pas pièce. une révélation, c'était On va toujours pas la donner, c'était mais pas quand une même. révélation, on va pas la. Mais c'était mais effectivement ça avait du même ordre. Et en fait, cette femme était d'une extrême parce qu'elle ne voulait jamais avouer la vérité. Jusqu'au bout, elle n'avoue pas la vérité. On ne la saura jamais. Mais la révélation est du même ordre. On a des forces suspicions. D'un même ordre, du même ordre qu'une des certaines révélations de la pièce, oui. De votre personnage, en plus. C'est ça qui est drôle, puisque que Rousseau va révéler, en fait. Oui. Et c'est de bons personnages, Vous voyez ce que je veux dire. Bien en sûr, plus, mais je ne veux pas qu'on en parle. Non, vous ne voulez pas qu'on en parle. Mais non. Mais en plus, je trouvais qu'il y avait un écho. Si on se met à révéler toutes les révélations, Non, on va pas révéler toutes les révélations. c'est ça aussi, parce que c'est très surprenant, parce que les gens, quand même, ils sont surpris. Puis même des fois, quand on... moi, j'ai les vois réactions quand d'un coup, ça fait « Oh !» J'entends des trucs. Et de Carrie Bancila, c'est vrai que les révélations sont de plus en plus énormes, grosses, et effectivement, ça finit en apothéose alors, avec la vôtre, en fait. Même si on les connaît, les révélations, il est vrai que c'est surtout la façon dont les personnages les reçoivent et la façon dont ils s'en saisissent, ou la façon dont ils sont dans le déni, ou qu'ils veulent, ou la façon qu'ils ont de les prendre qui fait rire. Cette femme, elle fait, quand il lui fait la révélation, etc., elle est dans une sorte elle bug, quoi. Ah oui. Et elle bug, et puis elle va dans une sorte de mauvaise foi qui confine au génie. C'est qu'elle le quand dire. même. Mauvaise foi. Et si l'un de vos enfants, quoi qu'il en soit, vous faisait cette révélation-là, puisque, bon, on l'a compris, c'est une entrée en religion, est-ce que vous auriez la même réaction que Alors le moi, personnage que vous interprétez? Quoi que mon fils m'annonce ou quoi que mes enfants m'annoncent, je suis prête à tout accepter, moi. Après, je peux leur dire que je trouve ça, que je suis peinée ou que c'est pas ce que j'espérais ou que voilà. Mais jamais je les jugerai, jamais parce que moi je suis pour la tolérance. Moi je dis pas non et voilà, ils font ce qu'ils veulent mes enfants et d'ailleurs les gens font ce qu'ils veulent. Après je suis pas obligée d'adhérer à 100%. Je peux avoir des discussions. Je suis pour le débat, exprimer mes réticences si jamais il n'est pas trop tard. Et en quoi j'estime que peut-être c'est une erreur, etc. Après, ils veulent le faire, hein. Chacun est là pour faire ses expériences, voilà. Donc, voilà, bon, sauf si m'annonce qu'il veut tuer quelqu'un, ce à quoi je m'opposerais. Mais en dehors de choses absolument rédhibitoires pour l'avenir, et je veux dire, je ne m'oppose à rien, moi. Tolérante. Et c'est d'ailleurs l'esprit de cette pièce, la tolérance, vous le disiez. Oui, c'est ce que et j'aime. aussi la différence entre les générations, peut-être des fossés qui se creusent davantage aujourd'hui qu'hier. Oui, c'est votre sentiment aussi le fossé, parce que la vie va très très vite et qu'effectivement il y a plein de gens, et je le comprends, qui sont dépassés par le wokisme, par ce manque justement. J'écoutais Badinter, Elisabeth Badinter l'autre jour et je trouvais qu'elle avait entièrement raison. J'ai l'impression qu'il y a il y a moins d'éducation, il y a moins de culture, il y a moins et que de ce fait, je veux dire, on juge les choses à l'emporte-pièce sans les connaître à fond, et donc il y a énormément de choses, de bêtises qui sont dites, et que ces bêtises, elles sont comme sacralisées parce qu'elles ont été dites, et que ça devient une sorte de vérité avec les réseaux sociaux qui se transmet comme ça, et on finit par être dans le négationnisme permanent des choses, avec une sorte de facilité déconcertante, et ce monde, et on ne sait plus à quel sein se vouer, on ne sait plus comment réagir par rapport à tout ça, et est-ce qu'il faut mieux réagir finalement en l'ignorant, parce qu'on se rend compte après aussi que c'est quand même qu'un tout petit noyau comme ça, et que c'est pas la réalité quand on sort dans la rue et qu'on a une vie autre que virtuelle, et que finalement, je dirais en résumé que le seul malheur de notre siècle, c'est que les journalistes se servent de ça comme d'une vérité. C'est ça qui m'embête le plus. C'est que toutes ces choses qui se passent sur les réseaux sociaux, on finit
les journalistes, je les mets entre guillemets, mais beaucoup finissent par se servir de ça comme une sorte de source. Et c'est pas une source pour moi. Vous mettez en cause les journalistes. Je mets dont en je cause suis. Non, parce que journaliste maintenant, je trouve ça un peu. Il y a tellement de gens s'instaurent journalistes sans lettres, sans avoir d'expérience, sans avoir de culture. Je veux dire, on devient journaliste. J'ai l'impression que journaliste, c'est plus un vrai Il y a vrai peut-être beaucoup de commentateurs sur les réseaux qui ne sont pas forcément des journalistes avec des cartes de des gens presse. qui s'instaurent journalistes, qui n'ont aucun. Le journaliste, pour moi, c'est une éthique et une morale très profonde. Hein. Et même si ça a des opinions, parce qu'un journaliste a le droit d'avoir ses opinions, les faits, et rien que les faits, et rien que. Je veux dire, leur quête ne devrait jamais être biaisée par une idéologie. Voilà. Mais malheureusement, c'est de moins en moins le cas. Et un journaliste fait parfois des révélations, pour rebondir sur le titre de votre pièce. Oui, des gens. Ben oui, non, Et parfois rentre dans le jardin caché, ce qui est le sous-titre de la pièce. Chacun a son jardin secret. Son jardin secret. Mais son jardin oui, secret, non, mais je veux dire que les journalistes investiguent, c'est leur travail aussi, c'est leur et souvent d'ailleurs ça aide à faire naître ou éclater des choses qu'il est bon de faire éclater. Mais malheureusement, je trouve que maintenant, au lieu d'être dans des sortes de grands thèmes comme ça reste anecdotique et surtout ça reste ça vire à l'incitation à la haine souvent et c'est horrible quoi. Vous qui êtes une personne publique, pour revenir sur cette pièce, est-ce qu'il est facile d'entretenir son jardin secret justement? Moi j'ai certainement des jardins secrets comme tout le monde, mais moi je suis quelqu'un d'assez ouvert. Parce que d'abord j'ai rien à cacher, j'ai pas le sentiment d'avoir vraiment besoin d'un jardin secret parce qu'il est tellement vaste que je pense qu'il y a plein de petits coins que moi-même j'ai pas encore tout à fait exploré. Donc moi Jardin ouvert. Moi ouais, j'ai un jardin ouvert, un grand jardin imaginaire, j'ai un grand jardin d'amour, j'ai un grand jardin de tolérance, d'envie d'apprendre, j'ai de haine contre personne et je pense que il faut arriver à un jardin secret, quoi. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne doivent pas être révélées. Moi, je ne vois pas très bien à quoi ça me servirait un jardin secret. Je trouve que... Vous n'avez jamais fait de révélation comme on l'entend dans la pièce? Ou est-ce que vous avez côtoyé des révélations comme ça? J'en ai côtoyé beaucoup, oui, des révélations. Moi, la révélation qui a un peu bouleversé ma vie à un moment de ma... Alors que c'est finalement même pas une révélation, si ce n'est qu'elle ne m'avait pas été dite. Mais en fait, finalement, j'aurais dû m'en rendre compte si j'avais simplement ouvert les yeux. Quand ma grand-mère a fêté ses 50 ans de mariage et que je me suis rendu compte que ma mère avait 55 ans. Et là, j'ai dit, ça colle pas. Et une tante très très bien intentionnée, comme elles le sont souvent, a dit « Ah ah, allez, oui !» Elle a quand même mis le doigt dessus. Autrement, j'aurais jamais fait attention. Et en fait, je me suis dit « Mais alors ?» Et c'est là que j'ai compris que ma mère n'était pas la fille de son père. Et à son époque, c'était quelque chose de très lourd. Et tout à coup, et j'ai trouvé dommage qu'elle ne m'en parle pas. J'ai fini par en parler avec elle. Et j'ai trouvé dommage qu'elle ne m'en parle pas comme une blessure, comme une honte qu'elle gardait, comme une sorte de chose qui pour elle l'avait énormément blessée et traumatisée, parce qu'elle était issue d'une autre époque. Et en fait, pour moi, quand j'ai compris ça, je l'ai vachement compris. J'ai compris tout ce que je ne comprenais pas d'elle. Tout cet achoppement qu'on avait sur plein de choses, et ses craintes et ses peurs vis-à-vis de moi, vis-à-vis de... Tout s'est ouvert et j'ai pu tout à coup me réconcilier avec elle. Vous réconcilier avec elle? Me réconcilier, moi. Je n'étais pas fâchée avec elle, mais me réconcilier, moi. Vous lui en avez pas voulu, au contraire, en fait. Au contraire. Ouais. Au contraire, ça m'a aidé à la comprendre, ça m'a aidé à plus l'aimer encore, ça m'a aidé à comprendre même tout ce qu'elle me mettait sur le dos, même ses méchancetés, même ses agressions. Au contraire, j'étais très... ça m'a vraiment aidé à l'aimer. Ouais. Au mieux, plus de transparence que les secrets de famille. Oui, je ne sais pas en quoi un jardin secret est important. On dit on a tous le droit d'avoir... Oui, alors on n'est pas obligé de s'ouvrir à tout le monde. Non. Mais moi, il n'y a aucune révélation qu'on peut faire sur moi qui me choquerait,
auquel je pourrais pas. Donc, j'ai honte de rien de ce que j'ai fait dans ma vie, voilà. C'est parfait. Je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission. On va peut-être déambuler un petit peu dans votre jardin Allez-y. secret, votre jardin ouvert en tout cas. Allez-y, mon jardin. Oui. Je vais m'extraire, m'éclipser, proposer 4 mots. À vous de rebondir, de commenter, de D'accord. nous les éclairer. Je suis Véronique bavarde, Jeunesse. moi, faut pas me lancer. Ah, hein. oui, oui. J'essaierai de couper, de vous couper si j'y arrive. À tout de suite. Véronique Jeunesse, vous m'entendez bien? Je vous entends, oui. Je ne suis plus là, mais pas très loin. Alors voici les mots que je vous propose. Voici le premier. Le mot maquillage. Maquillage. Ça vous Ah, moi, rappelle c'est que- quelques souvenirs? Ouais, maquillage. Mais maquillage, moi, c'est quelque chose que je pratique pas beaucoup. Parce que j'ai toujours préféré. Il y a beaucoup de fainéantise derrière le fait que je me maquille pas. Parce que puis j'aime pas voir les choses sur la peau. Puis j'aime bien imposer quelque chose de naturel. Et puis je pense que quand on se maquille beaucoup, c'est qu'on a beaucoup de choses à cacher. Donc je suis quelqu'un qui me maquille très très peu. Voilà. Et puis le maquillage aussi, c'est quand on tourne, on est maquillé tous les jours. On est maquillé, remaquillé, on transpire, on est remaquillé en permanence. Et moi, j'ai beaucoup de mal à supporter qu'on me tripote toute la journée. Donc, moi, mes maquilleuses le savaient toujours. Et puis, je trouve que c'est quelque chose de très personnel aussi, se faire la bouche. Voilà. Disons qu'en ordre général, le maquillage, c'est pas quelque chose qui dirige ma vie. Je sors même très souvent pas maquillée. Et vous êtes l'une des seules invitées, je crois, qui vous êtes maquillée toute seule avant de venir sur ce plateau d'ailleurs. Oui, parce que ça me prend 5 minutes, parce que j'ai l'habitude. Parce que Vous je mets pas avez de fond de- l'habitude. Je mets pas fond de teint, je mets un peu d'anticerne, un peu de poudre, 2-3 choses sur les trucs, un peu autour de la lèvre. Ça va, moi, ça me prend 10 minutes pour me maquiller, jamais plus. Et c'est très bien fait, j'ai vu ça. Vous Ah oui, n'aimez parce pas que vous- quand même, non, je vais vous raconter, je vais vous dire Ben, un aveu quand même. Parce que quand j'étais jeune, ma mère voulait pas que je sois comédienne. Donc Justement, j'ai fait c'est une ça. école d'esthéticienne. Voilà, c'est Et j'ai ça. fait une école d'esthéticienne et donc j'ai appris toutes ces choses-là, maquiller, faire des massages, mais même faire des maquillages extraordinaires ou de faire des blessures et des trucs comme ça. Donc j'ai appris tout ça. Mais donc je sais faire. Hein, Oui, sais. oui, justement, c'est ça qui est un peu paradoxal, ou pas. Vous avez effectivement un diplôme d'esthéticienne et de maquilleuse. Voilà. Et c'est ce qui vous a permis d'entrer dans le monde du spectacle par la petite porte, Voilà, finalement. mais j'ai choisi effectivement ça quand tout à coup il fallait que je choisisse un métier que j'avais vraiment toute envie de rien à part de jouer à la comédie. Donc je me suis dit, tiens, maquilleuse, parce que comme ça je vais pouvoir me foutre sur un tournage quelque part et rentrer. Et voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Je me suis débrouillée pour rentrer comme ça et commencer à regarder. Vous vous êtes même très très bien débrouillé puisque dès 1981, vous décrochez votre premier grand rôle sous le pseudonyme Véronique Jeunesse. On en reparlera avec la mini-série Nana, Ouais, adaptée du roman d'Émile Zola. c'était merveilleux ça. Et vous avez été casté et choisi parmi 500 personnes. Oui, oh, bon, c'était le minimum hein, à l'époque, parce que c'était un rôle quand quand même même. très, très... Il cherchait ce personnage et il y a eu 500 filles qui se sont présentées. Je crois qu'il y a eu 170 ou 150 bouts d'essai, enfin, personnes qui ont été reçues et qui ont fait des lectures ou des essais pour le personnage. Et moi, j'étais dans la dernière fournée. Et ce qui est très paradoxal, c'est que quand je me suis présentée, alors que j'étais, moi, à l'époque déjà très pas maquillée et très nature, quand je me suis présentée à Maurice Cazeneuve, après qu'il ait vu des photos que j'avais laissées subrepticement, alors que la casting director voulait pas de moi, le jour où Francis Cazeneuve, quand il a ouvert sa porte, je vous le jure, j'ai su que c'était qu'il m'avait choisi. Au moment où il m'a regardé. Et je lui ai dit après, et il a laissé. Alors, est-ce que je l'ai entendu moi dans ma tête et que je suis. Où est-ce qu'il l'a dit? J'ai entendu moi, ah, qu'est-ce que j'ai bien fait? Et je pense qu'il l'a dit, parce que je ne vois pas pourquoi je l'aurais entendu autrement. Je ne m'appelle pas Jeanne d'Arc.
Et donc voilà, et j'étais persuadée. Et effectivement, il m'a portée tout le temps. Il voulait que ce soit moi, je le sentais, je le voyais. C'est drôle, hein? Et ça a été le lancement de votre carrière. Et oui. Est-ce que vous avez interprété ça comme de la chance ou le destin Oh, de la chance, mais je croyais beaucoup à ma chance et à mon destin. J'ai toujours cru en ma bonne étoile, moi, et elle a toujours été là en plus. J'avais une sorte de foi, ma bonne étoile, moi, toujours. Je croyais en mon destin, j'avais aucun doute, c'était hallucinant, hein. Et j'avais 3 balles en poche, mais j'avais aucun doute. J'y vais toujours bien et les choses arrivaient toujours à bon escient, au bon moment pour faire que j'ai jamais vécu un drame. Enfin, j'ai vécu des drames dans ma vie, mais sur le fait de ma vie personnelle, bon, je me contentais de peu, c'est vrai, mais j'avais une foi énorme dans la vie. Et c'est pendant le tournage de cette petite série que vous avez, je le disais, pris le nom de Jeuneste Ouais. plutôt que Combouillot, votre nom de jeune fille. Ça, c'est à cause de Cazeneuve qui m'a appelé en me disant « Mais attends, t'as vu ton nom là? C'est pas prononçable, t'as pas quelque chose d'autre dans la famille ?» J'ai dit « J'ai une grand-mère Jeuneste et grand-mère Jeuneste, quoi. Et une grand-mère Desormeaux. » Il m'a dit « Ah, Jeunesse, c'est très joli. » J'ai dit « Ben voilà. » Et elle s'appelait Blanche Jeunet. C'était du côté de ma mère. On dit pourtant Véronique Jeuneste plutôt. Oui, parce que vous savez, en vieux français, le S, c'était l'accent circonflexe. Enfin, est devenu l'accent circonflexe. Forest, forestier, et forêt avec un accent. Et en fait, le S s'est transformé en accent circonflexe. Mais moi, on l'a gardé, donc il y a les Genets, et moi, ça s'écrit avec le S de l'ancien français. Donc les gens prononcent Jeunesse, mais on peut le prononcer Jeunesse, c'est pareil. Je vous propose le deuxième mot, qui est le mot nourriture. Ah, la nourriture, j'adore la nourriture. C'est un très beau mot, nourriture. Mais j'aime la nourriture du ventre, j'aime la nourriture de l'esprit, par les livres, par la lecture, par le cinéma, par l'image, par la transmission orale, par le théâtre. La nourriture de l'esprit et de l'âme, pour moi, ont autant d'importance. Et la nourriture, c'est magnifique. La nourriture, c'est la vie. C'est-à-dire, sans nourriture, on ne vit pas. Donc, c'est vraiment un très beau mot, la nourriture. C'est mieux que manger. C'est beau, de la nourriture. Moi, Nourriture terrestre. Les nourritures terrestres, ouais. La nourriture, ouais, c'est bon. J'adore. Dans toutes ses formes, sous toutes ses formes. C'est vraiment, ça fait partie de ma vie. Je suis quelqu'un de très gourmand, en plus, à tous les niveaux aussi. Je suis gourmande de la vie, je suis gourmande, j'aime connaître, j'aime goûter, j'aime découvrir, voilà, que ce soit dans l'art ou dans la nourriture, Ou dans la cuisine. la cuisine, ouais. C'est vrai que vous avez ouvert un restaurant, Courrier Sud. Oui, enfin mon frère Olivier, frère Olivier. a voulu ouvrir. C'était notre rêve quand on était petits. Nous, on voulait ouvrir un restaurant qui serait un restaurant de rencontre où il y aurait des livres, où il y aurait, où on parlerait. Enfin, c'était plus dans l'idée. On voulait faire des expositions. On voulait, voilà, on voulait beaucoup de choses. Et puis un jour, mon frère, on a trouvé ce petit endroit. Et puis j'avais un petit peu de sous. J'ai investi là-dedans avec lui. Voilà, ça a duré pas très très longtemps. Puis mon frère est décédé assez vite après, donc ça a pas duré. Ça a duré, mais bon, quand même 4-5 ans. On l'a eu ce restaurant. C'était vraiment bien. C'était effectivement un lieu de rencontre. Tous les copains venaient. Ils faisaient de la petite bouffe. C'était pourtant pas encore l'époque, mais ils faisaient du brunch. Ils faisaient. Non, mais j'adorais. Puis j'adorais servir au restaurant parce que ça permettait de voir les gens. C'était vraiment très joyeux. Alors on parle de nourriture. Parfois, nourriture va aussi avec excès. Je vous ai entendu dire dans des interviews que vous aviez toujours été au régime. C'est vrai. Je ne suis plus au régime depuis quelque temps. Parce qu'en fait, j'ai changé d'idée là-dessus aussi. J'ai été au régime parce qu'on m'a toujours mis au régime, moi. En fait, j'ai été maigre quand j'étais petite parce que j'étais tout le temps malade. Malade, j'avais les vers solitaires, je mangeais pas beaucoup, j'étais pas... Et puis un jour, le jour de ma communion privée,
J'ai eu une crise d'appendicite. J'ai été très malade pendant toute la messe, pendant toute ma grand-mère. Je pleurais beaucoup pendant la messe. Elle était persuadée que j'avais découvert Dieu et que j'allais devenir religieuse. Mais non, c'est juste que j'avais très très mal au ventre. Et j'étais vraiment très malade. Et en fait, mon père qui était médecin et qui n'était pas là, donc il était de garde, donc il est rentré à midi. J'étais couchée sur le lit, blanche, etc. Il m'a examinée, il a tout de suite vu que c'était l'appendicite et j'ai été opérée à chaud. Et du jour où j'ai été opérée de l'appendicite, j'ai pris 13 kilos en un an. Je me suis mis à manger, j'avais faim et j'ai poussé d'un coup. Voilà. Et en 3-4 ans, j'ai pris énormément. Enfin, je me suis transformée. C'était l'âge aussi où je devais me transformer, hein, normal. Parce que je devais avoir ma communion privée, je devais avoir, je sais pas, 8 ans. Mon père était toujours là, donc j'avais 8 ans. Donc tout ça, ça a suivi un processus. Mais à 13 ans, j'étais vraiment une femme grande, formée, comme aujourd'hui. Donc, et en fait, à partir de là, ce qui est paradoxal, c'est que je suis passée d'une gamine à qui on faisait des tartines grandes comme ça à 4 heures avec de la confiture, du beurre pour la nourrir, pour la forcer presque à manger, à quelqu'un à qui cette tartine comme ça profitait rien qu'en la regardant. Donc c'est un peu perturbant. Voilà. Donc en fait, j'ai pris pas mal de poids. Puis, bon, alors ma mère, elle a tout de suite. Après, ça a été, je me suis un peu régulée, mais dès que je mangeais ou dès que tout me profitait, et puis je me suis mis à avoir vraiment de l'appétit, voilà. Donc j'ai toujours été un peu ronde, mais plutôt bien géré le truc. Puis un jour, en 2012, bon, j'ai eu beaucoup de soucis, mon fils, plein autour de moi, des gens qui tombaient malades, qui me étaient très chers, des choses très très dures. Et là, je sais pas, j'ai eu un blocage et je me suis mis à grossir jusqu'en 2017 où je me suis repris en main et j'avais beaucoup grossi. À tel point que ça en venait compliqué même à vivre au niveau des douleurs, dans les jambes, dans les hanches, dans les trucs, c'était compliqué. Donc je me suis vraiment mis, et j'ai perdu 36 kilos très très vite, il le fallait, ça a bien marché. Et après, j'ai failli reprendre et finalement j'ai rencontré quelqu'un et j'ai réglé mes problèmes différemment. Et je suis justement en train de réfléchir à exploiter cette formule qui est, parce que j'ai un coach, un préparateur sportif, un préparateur physique, pas sportif, hein, c'est-à-dire que régler les vrais problèmes qu'on a par un vrai sport adapté, soit aux personnes âgées, soit aux personnes qui sont en surpoids, et une nourriture adaptée qui n'est plus un régime, mais qui est une autre manière de se nourrir, en se nourrissant vraiment. Ça, c'est un peu mon cheval de bataille en ce moment, je dois vous avouer. Et donc, je suis en train de voir comment je vais pouvoir faire éclater ça et le donner à accès, parce que c'est cher pour l'instant, parce que les gens qui donnent des cours comme ça, c'est des cours privés et que ça coûte très cher, mais de pouvoir le rendre, je dirais, plus accessible à des gens qui n'ont pas des moyens. Voilà. Par l'intermédiaire de mairies, d'associations, je ne sais quoi. Vous voulez transmettre Voilà. cette forme de guérison. Exact. Ce qui me permet d'aborder le troisième mot avec vous, qui a aussi sans doute une résonance particulière, puisque c'est le mot médecin. Oh là oui, moi, ma vie n'est faite que de médecin, moi. Pas parce que j'ai médecin, parce que moi, en fait, je ne vais jamais voir le médecin. Je prends pas de médicaments, je vais pas voir les médecins, moi. Mais je vis avec des médecins. Mon père était médecin, mon mari est médecin, mon parrain était médecin. Je n'ai toujours été entourée que de médecins. Donc c'est peut-être un peu facile de dire qu'on va pas chez le médecin parce qu'on est tout de suite bien soigné dès qu'on a quelque chose. Mais c'est vrai que je tombe rarement malade, donc voilà. Et voilà, bon, c'est un hasard, je pense. Hein. Je pense que c'est un hasard que j'ai épousé un médecin. Et là, non, est-ce que c'est vraiment un hasard? Oui. J'admire beaucoup les médecins, mais les médecins de l'époque de mon père et de cette génération comme ça, qui étaient des grands diagnosticiens, qui étaient des grands humanistes, qui vraiment étaient dévoués à leur métier, pour qui c'était un sacerdoce. Mon père, en fait, il avait fait Saint-Cyr, enfin, il avait passé le concours et il était rentré à Saint-Cyr, il devait être Saint-Cyrien, militaire, donc, et puis il est parti, ses parents
enfin, il est parti comme tous les étés en Ardèche, puisque mes grands-parents et tout ça venaient d'Ardèche. Et en fait, un été comme ça, il a décidé de d'aller. Et il a rencontré un médecin. Il est devenu son. Enfin, il a fait des visites avec lui. Il s'appelait le docteur Feu, qui pour un médecin n'est pas forcément. Feu, le docteur Feu. Et donc, et il est revenu avec la vocation. C'était sa vocation. Il a arrêté, il n'a pas intégré, enfin, il n'est pas rentré à Saint-Cyr, c'est à la fin de l'année, là. Et il a été, il a décidé de faire médecine. Et ça a été un sublime médecin dans le sens où c'est un médecin, il travaillait en campagne, il faisait de la chirurgie aussi, puisqu'il m'a opéré de l'appendicite, il a couché les gens chez eux, enfin, et il faisait ça dans la Cambrousse à l'époque, la Brique, il y avait beaucoup de gens dans la Brique qui n'allaient jamais à l'hôpital, ni nulle part, et on les accouchait chez eux, même ma mère, elle assistait mon père très souvent, et c'était une médecine très particulière et très proche, très humaine, qui aujourd'hui est un petit peu plus difficile à trouver. Aujourd'hui, on a fait, à mon sens, pas mal de mal à la médecine et on va être possiblement pas très très bien soigné demain. J'espère que ça va bouger, que ça va changer. Vous évoquez votre père médecin, Xavier Combouillot. Xavier. Qui est décédé quand vous n'aviez que 10 ans. Ouais, à peine, ouais. Ben ouais, il était malade, il avait un cancer. Ouais, je l'ai pas beaucoup vu ces dernières. Je l'ai pas beaucoup vu mon père en fait. Si mon enfance et j'ai des gros souvenirs de mon père, hein, mais les 2 dernières années de sa vie, je l'ai pas vu pratiquement parce que il était malade et que je pense qu'il se cachait. Il m'écrivait beaucoup. Puis ma mère, elle avait déjà rencontré son futur mari. Ils n'étaient pas séparés. Je pense qu'elle l'a pas quitté parce que justement il était malade, mais on avait une vie un peu, on était en pension d'un côté, c'était assez... Mais moi, j'étais pas malheureuse, parce que j'étais pas née pour être malheureuse, je pressentais beaucoup de choses, j'ai senti pas mal de choses comme un abandon, mais j'ai réglé mon problème. J'ai réglé mes problèmes toute seule. Moi, par mon imaginaire, je me créais un monde dans lequel je m'échappais souvent et qui me permettait de survivre. Donc, j'ai pas le sentiment d'avoir trop souffert, si ce n'est que j'ai développé un gros sentiment d'abandon et que j'en ai quand même voulu à un certain moment de ma vie à ma mère et que ça a été un peu compliqué. Et comme je vous dis, j'ai réglé après mon problème. Mais c'est vrai que j'ai pu ressentir des gros sentiments d'abandon assez fréquemment dans ma vie, mais que quelque part, comme je les considère plus comme des choses qui m'ont renforcée que comme des choses qui m'ont détruite. Et est-ce que vous pressentiez que vous alliez tomber amoureuse 25 ans après la mort de votre père d'un médecin? Non. Non. C'était pas une évidence? Non, mais c'est le hasard. J'avais cru lire dans et une comme interview. Disait Mark Twain, Je vous écoute. les coïncidences, c'est un événement qui attend l'heure. Certainement que c'était mon destin et que je l'ai plus regardé parce qu'il était médecin, peut-être, parce que j'admire beaucoup les médecins. Donc ça a certainement aidé à ce que je le regarde. Donc il est peut-être pas pour rien. Voilà, donc je pense que c'est le hasard qui m'a mis mais même pas vraiment, parce que j'ai rencontré chez un ami qui l'avait invité pour me le présenter. Donc quelque part, peut-être que cet ami avait décelé que c'était la personne qu'elle allait forcément m'intéresser, quoi. Quelqu'un qui prend soin, justement. Oui, complètement. Oui. Qui prend soin de vous. Qui prend soin de vous, qui prend soin des autres, qui prend soin, oui, quelqu'un. Mais surtout quelqu'un qui... Parce qu'un médecin, il ne prend pas forcément soin de sa famille. Hein. C'est les cordonniers les plus mal chaussés, c'est assez vrai. Hein. Mon père, il ne nous soignait pas.
mon père, enfin, sauf si c'était grave, il le voyait tout de suite, mais mon père, il ne nous soignait pas à l'excès. C'est-à-dire que, quand, je me rappelle, quand j'avais mal à la gorge, je disais, papa, j'ai mal à la gorge, il me disait, va dans la malle et prends ça. Il m'a appris à me soigner, en fait. Allez, prendre 2 suppositoires de machin, tu en prendras un par jour. Il me disait, puis après, moi, je lui demandais jamais rien, j'avais mal à la gorge, je me soignais. J'ai toujours su me soigner, donc c'est pas un médecin fait pas plus attention, au contraire, je dirais. Un médecin, il fait pas forcément plus attention à ceux qui sont à côté de lui. Il minimise peut-être même. Parce que même les médecins, ils peuvent avoir peur de la maladie. Et même les médecins, ils peuvent... Peut-être justement parce qu'ils la connaissent bien, elle peut leur faire peur. Je pense. Moi. Je pense on peut avoir peur que des choses qu'on connaît très bien. Résonance. Ah, résonance, ça me dit plusieurs choses. Mais j'ai une copine qui a une fondation qui s'appelle Résonance. Que nous avons reçue. Elisabeth Sombart. Elisabeth Sombart, la pianiste. C'est vraiment mon amie. Oui, c'est ça. Résonance, c'est sa fondation. Et vous en faites partie d'ailleurs. Voilà. Une fondation qui œuvre à démocratiser la musique, amener la musique dans des lieux où on l'entend moins. Les prisons, les hôpitaux. Les morgues, comme elle a fait d'ailleurs pendant tout le Covid. D'ailleurs, elle a été jouer du piano dans les morgues parce que c'est vrai que les morts étaient un peu seuls et un peu délaissés par les règles en vigueur. Mais oui, non. Puis Elisabeth, c'est une grande pianiste. J'ai fait Pierre et le Loup avec elle à Lausanne, un concert magnifique. Elle a des orchestres. C'est vraiment une fille. Elle et Christopher, son mari, c'est des gens que j'adore. Et bon, mais j'ai rencontré justement. Ça a été mon modèle quand je faisais mon école de maquillage. Incroyable. C'est elle que j'ai maquillée pour mon concours. Ah là là, mais oui. Parce qu'on était tout le temps ensemble. Elle était pianiste à l'époque. Oh oui, parce déjà. qu'elle était déjà jeune. Elle était très très jeune. Incroyable. J'étais déjà pianiste. Et puis on a fait les 400 coups toutes les deux. On s'est servi d'alibi très souvent. On adorait. On faisait des choses formidables. Pas des bêtises. Hein, on vivait et on riait beaucoup. Et beaucoup de musique. Moi, j'adore la musique classique aussi. Et le piano et Chopin. Donc, c'est une grande spécialiste de Chopin. Ah non, j'ai vécu des moments extraordinaires. Je la vois toujours d'ailleurs, hein, et je suis en contact avec elle. J'ai vécu des grands moments avec Elisabeth. Résonance. Oui, c'est très beau ce qu'elle a fait. Elle a bien accompli sa vie, Elisabeth. C'est une grande bonne femme. Hein. Je suis fière d'elle. Hein. Et vous, Véronique Geneste, vos résonances à vous, outre la musique, y a-t-il des résonances spirituelles particulières ? Ah, mais moi, je suis beaucoup dans la spiritualité. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très... Je ne crois pas dans les dogmes qui sont pour moi des choses humaines qui souvent compliquent la vie et les choses parce qu'elles interfèrent avec la vraie foi qui, pour moi, est une prise directe avec soi-même, presque comme une philosophie. Donc, la foi, que ça existe pas, Dieu ou les interprétations, je veux dire, c'est même pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que l'homme, pour avoir des idées comme ça de pardon, de tolérance, il faut c'est pas très humain quand même comme sentiment. Moi, je pense que l'homme est beaucoup plus sauvage que ça. L'homme est beaucoup plus animal que ça. Et donc, je pense que pour avoir réussi à s'élever comme ça, ou avoir des aspirations vers une tolérance, vers un amour, vers le pardon, ça a quelque chose de divin. Mais divin dans quel sens, j'en sais rien. Mais en tous les cas, pas dogmatique, mais divin. Donc, je crois que j'ai une sorte de... Je suis assez mystique, j'ai une sorte de religiosité, on va dire, de croyances comme ça, personnelles, mais plutôt en une force invisible, philosophique, qui amène à une réflexion personnelle. Voilà. J'ai pas vraiment de religion, moi, même si je suis catholique, chrétienne de naissance, baptisée, je fais ma communion. Avec une appendicite. Avec une appendicite, voilà quoi. J'ai pas de... Mais en ça, ce qui est étonnant, c'est que quand je vais en Israël, etc., et que je reviens aux sources un peu de ces 3 monothéismes, à mon sens
plus de deux, parce que je pense qu'il y en a deux qui sont... Non, les trois sont nés de là, mais pas pour les raisons qu'on donne, mais en tous les cas, elles sont nées là. Je reviens... J'ai plus tendance, moi, à revenir vers une qui a le moins d'interférence entre Dieu et entre l'idée de Dieu et l'homme. Voilà. Celle qui a pas... devrait pas y avoir d'interférence. Les seuls moments où ça doit être vraiment un truc. En fait, on pourrait l'appeler conscience aussi, Dieu. Conscience, oui. Je pense que c'est une conscience du mal qu'on fait, du bien et du mal. C'est pas humain, ça, hein, franchement, la conscience du bien et du mal. Si vous y réfléchissez bien. C'est pas très humain comme notion. C'est-à-dire? Mais je ne sais pas si l'homme, à la base, peut avoir vraiment cette notion du bien et du mal. C'est vraiment une notion humaine, ça. Enfin, humaine, réfléchie, une question divine, je voulais dire. Pensez vraiment que les hommes, ils peuvent avoir conscience du bien et du mal, comme ça, intrinsèquement, en naissant, si on ne leur apprend pas? Un animal, non, n'a pas conscience. Et un homme, un humain? C'est ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal. Oui, mais ça vient d'où, ça? Qui a décrété ce qui est bien, ce qui est mal? Là, c'est comme moi, des fois, je me pose ces questions-là, je cherche une réponse et je n'en trouve pas. Dieu? Alors, Dieu. Donc, forcément, il y a quelque chose d'un peu surélevé, mais Dieu, mais donc, il faut quand même bien, au départ, que Dieu, il ait parlé aux humains. Enfin... Et comment c'est arrivé? Oh putain! Non, faut bien que... Et Dieu, dans la Bible, au départ, il parle aux humains quand même. Bien sûr. Il est en prise directe. Alors pourquoi il a fallu... Dans l'Ancien Testament aussi. Alors pourquoi il a fallu qu'on, tout à coup, on légifère tout ça et qu'on dise qu'on fasse des religions avec des dogmes et que ces dogmes vous obligent à faire des trucs qui n'ont finalement rien à voir avec la vraie religion, qui est juste... d'aimer son prochain, qui devrait se résumer finalement à quelques grands, aux 10 commandements en fait, qui sont vachement bien et suffisants. Justement, on parle des 10 commandements, j'évoquais l'Ancien Testament. C'est vrai que votre époux est juif. Ouais. Est-ce que c'est une religion justement que vous avez peut-être... Il y a trop de dogmes aussi. Pour moi, elle est bien, mais moi, le judaïsme, c'est la première. Donc, pour moi, c'est le berceau. Mais moi, tout ce qui est je veux dire, dès que ça a été le rabbinisme, je vais dire, celui qui tout à coup a légiféré plein de choses, c'est trop. Je dirais, les ultra-orthodoxes, c'est trop. Je veux dire, les orthodoxes, l'orthodoxie, c'est trop. Je veux dire, c'est tout à coup, c'est les dogmes qui pourrissent tout. Pourquoi, je veux dire, on n'est pas moins aimé de Dieu, je pense, je veux dire, être bon, ne pas faire de mal à son prochain, l'aider, l'aimer, être tolérant, être généreux, ne pas commettre de crimes, etc. Je pense que pour Dieu, c'est suffisant. On n'a pas besoin de plus d'injonctions. Il faut faire cette prière, Non, pourquoi? Moi, j'y crois pas à ça. Moi, si je prie n'importe où. Moi, si je parle à Dieu, je parle à Dieu n'importe où. Moi, quand j'étais petite, on m'embêtait. Je vais être gentille, je vais être polie. Mes grands-parents, ils voulaient absolument que j'aille sur la tombe de mon père avec eux pour prier. Et moi, je voulais pas. Je voulais pas. Parce que je disais, mon père, il n'est pas là. Vous m'emmerdez, mon père, il n'est pas là. Il n'est pas là, ça c'est son corps, il est là, mon père il est là. Mais moi mon père, j'ai pas besoin d'aller au cimetière pour lui parler. Je lui parle tous les jours et pour avoir la paix, je lui parle quand je suis aux toilettes. Parce que c'est le seul moment où je suis peinard. Et moi donc je parlais tous les jours à mon père aux toilettes. Je racontais ma vie, ce que j'avais fait de bien, là où j'étais pas contente de moi. C'était mon moment à moi. Mais moi, je n'avais pas besoin ni d'aller à la messe, ni d'aller sur la tombe de mon père. Moi, au contraire, j'avais l'impression... Ça me mettait en colère, tout ça, moi.
Et ces prières, cette discussion que vous avez avec votre père quotidienne, elle perdure? Bien sûr. Et mon frère, qui est aussi dans mon cœur, et Le ciel. Mousse, et tous mes amis, et tous les gens que j'ai perdus. Pas que j'imagine qu'ils sont ensemble autour d'une table en train de se marrer, même si ce que vraiment bien leur face, ça pouvait exister, mais c'est pas ça dans mon esprit. Ils sont pas au ciel, ils sont là. Ils sont là, ils font partie de ma vie. Je suis une ramification de mon père. Je continue à divulguer et à suivre ses prescriptions, ses préceptes, ce qu'il m'a donné, ce qu'il m'a transmis. Voilà, et donc je suis forcément, il fait partie de moi, il est dans mon cœur, il est dans ma vie, donc il fait partie de ma conscience, donc je me réfère à lui pour faire un état des lieux de ce que j'estime bien ou mal, et donc dans ce sens-là, je lui parle. Vous imaginez le retrouver Non. un jour? Non. Non, mais peut-être que dans le cœur de mon fils ou dans le cœur de gens qui l'ont connu et m'ont connu, on sera ensemble. Mais c'est tout ce que j'imagine. En tous les cas, j'espère survivre dans le cœur de mon fils et dans le cœur des gens que j'aime. C'est tout. Une belle phrase, merci beaucoup, Véronique Geneste. Je Y a pas de reviens vers vous pour la conclusion. D'accord. Merci pour ce partage, à tout de suite. Véronique, je suis de nouveau en face de vous. Bonjour. Rebonjour. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Mais bien, bien. C'est assez sympathique comme ça de se retrouver un peu dans le sombre. On a l'impression qu'on n'est pas précipité par le temps et puis en même temps, j'aime bien, moi, l'idée de ne pas trop réfléchir à ce qu'on va dire. Parce que je trouve que... Moi, j'adore la spontanéité. Alors souvent, on m'a dit dans ma vie, réfléchis avant de parler, etc. Mais il se trompe, je réfléchis toujours avant de parler. Simplement, je ne réfléchis pas, est-ce que c'est bien que je le dise ou que je ne le dise pas. Voilà, c'est la seule réflexion que je ne me fais pas. Mais finalement, je n'ai pas envie de me la faire. Donc cet exercice vous a plutôt plu. Ça vous est arrivé souvent d'être dans des atmosphères comme ça pour vous confier soit Oui, quelques émissions. entre le J'avais confessionnal ou le cabinet de psy? Non, dans le cabinet de psy, non. Jamais. J'ai été une fois, ma mère m'avait emmenée, puis il a dit, le psy lui-même a dit, mais elle n'a pas besoin, elle dit bien tout ce qu'elle a à dire, voilà. Et le confessionnal? Hein? Et le confessionnal? Ah, le confessionnal quand j'étais petite, Oui. Mais c'était un peu un parcours, et ça, je trouve ça regrettable. C'était un peu un parcours obligé dans lequel je ne savais pas. Alors, je te racontais n'importe quoi. Parce que je ne comprenais pas pourquoi on me demandait d'aller là alors que j'avais rien à confesser. On m'obligeait à aller me dire. Et moi, Confesser vos péchés. Oui, mais j'avais pas fait de péché. Enfin, je veux dire. Alors je disais, ah oui, j'ai mangé une barre de chocolat, parce que je trouvais ça. On me demandait de pécher quand j'ai été gourmande. Oui, mais je suis gourmande, et alors c'est un péché d'être gourmande. Je ne comprenais pas très bien ce qu'on voulait de moi là. Donc c'est un truc que je trouve que ça aurait été mieux d'y aller, ça aurait dû être facultatif. Voilà. Alors maintenant, ou alors on aurait dû me présenter différemment, dans le genre, va faire ton introspection personnelle, ce que je faisais tout le temps dans ma solitude, dans mon lit. Donc, j'avais pas besoin d'aller dans un confessionnal pour ça. Confessionnal, pas de cabinet de psy. Non. En fait, comme vous dites, beaucoup Je d'introspection. suis très introspective. Oui, moi, très. Vous êtes solitaire? J'adore la solitude, en fait. Je suis une solitaire qui ne l'est jamais seule. Mais dès que je suis seule, c'est des moments que j'apprécie énormément. Mais moi, bon, j'arrive à m'isoler, hein, même quand je ne suis pas seule. Donc, et puis, avant de m'endormir, moi, je suis tout le temps dans la prospection. Oui, je me projette. Introspection ou projection. Je me projette dans mon imaginaire et dans mes rêves. Et je trouve, très personnellement, j'ai toujours pensé, et je le pense de plus en plus, que se projeter dans les rêves les fait arriver. Ça a été le cas Il faut dans se votre projeter vie? dans le futur pour qu'il arrive. Voilà, je pense que ça le provoque, moi. Quelles sont vos projections actuelles?
Ah, moi, j'en ai plein. Tout le temps. Je suis tout le temps en train de me projeter. Là, mon prochain projet, j'ai des choses Alors à faire. dites-nous, oui, il y a peut-être des choses que vous pouvez nous révéler. Mais moi, j'écris, j'ai un gros projet d'écriture, là, mais j'ai besoin de tranquillité pour le mettre en route et de pas être obligée de sortir de mes rêves parce que j'ai un rendez-vous. Donc là, pour ça, il faut que je sois en Corse, chez moi, et que tous les matins, Vous je me habitez lève en et Corse que- maintenant. Hein. Ouais, donc là, ça fait longtemps que j'y suis pas allée, donc voilà. Écriture de livres, Hein le projet d'écriture dont vous parlez, c'est un livre. Ah ben alors, c'est ça sera un livre, oui. un Je livre. voulais faire une série, puis finalement, j'ai commencé à écrire le livre. Donc, je vais d'abord écrire le livre, parce que je me rends compte que je ne suis pas encore assez habile pour écrire toute seule une série, que je préfère passer par l'écriture, parce que j'adore rentrer dans l'imaginaire des personnages. Donc, il n'y a que dans la littérature qu'on ne peut comme ça décrire les atmosphères, les odeurs, les trucs, etc., les attitudes, les pensées, voilà, ce qui est un personnage et ce qu'est la... Donc, j'aime beaucoup cette forme-là. Donc, je me suis dit, bah, tiens, allez, j'ai commencé, voilà. On n'en saura pas plus. Non. Non. On ne sait pas si c'est autobiographique ou pas Non. du tout un Non, récit. non, on sait non, ça un pour récit. une fois. Alors, c'est le premier roman. Le premier roman. Parce que les deux autres, les Apparaître trois autres bientôt. que j'ai écrits, c'était plus des choses, Ouais. des documents. C'est-à-dire Ouais. que c'était sur un régime qu'il avait fait. Il avait absolument voulu que je l'écrive parce que j'avais fait beaucoup rire en le racontant. Parce que je suis un sale cancre dans tous ces trucs-là. Donc ensuite, le deuxième, c'était pour la fin de Julie. Ça s'appelait 22 V'là Julie. Et c'était... mais j'avais trouvé un biais parce qu'il faut toujours que je trouve des biais pour raconter l'histoire. Et en fait, le biais, c'était une sorte d'une immense journée de tournage où il y avait chaque phase de la journée de tournage sur tous les tournages Ouais. que j'avais vécus. Et puis le troisième, c'était un chemin de vie, donc ça s'appelait Mes arrêts sur image, qui sont des moments sur le rire, sur justement Donc là, ça le rire ne médicament, sera pas le etc. cas. Ça sera un vrai roman Là, c'est un vrai roman. et qu'on attend avec impatience. Oh, mais il faut un peu plus de temps, parce que Voilà. c'est... On je vous me attend lis là-dessus. beaucoup, moi, avant de m'y mettre. Donc, mais je pense que dans quelques mois, ça sera bon, là. On va vous suivre. Merci beaucoup, Véronique Geneste. Merci. On parlait de révélations, pas trop de révélations pour ce roman, mais tout de même, un projet en cours. En attendant, les révélations, allez les voir au théâtre, Tête de Passy, jusqu'à encore quelques mois, Ah bah, j'imagine. hein, là. on va au moins jusqu'au 2 juin, mais il y Peut-être a en tournée après. des discussions, là, de prolongation. Bon, bah voilà. Pour Faut dire l'été, peut-être même pour septembre. Donc Ah, on est en train de génial. regarder. Moi, il faut que je rentre, mais prolongation, avec peut-être une alternance avec une autre comédienne formidable, j'en sais rien. C'est des idées pour l'instant en l'air. Et puis En après, attendant, une si vous voulez tournée voir. aussi pour septembre 2025, une captation, enfin bon. Bon, beaucoup de choses. Merci encore, Véronique Geneste, pour le partage de votre lumière intérieure. Merci à vous derrière vos écrans. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver notre émission sur ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.